Chers amis fidèles auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, heureux de vous retrouver en ce lundi de Pâques. J'espère que vous avez passé ces fêtes en famille. Je voudrais vous dire également la joie qui était la mienne de rencontrer énormément d'animateurs et d'auditeurs de Radio Courtoisie lors de cette grande manifestation pour la défense de la famille et de la filiation. Vous étiez particulièrement nombreux, soyez-en chaleureusement félicités. J'ai choisi de consacrer cette émission à un thème qui est très rarement abordé, comme s'il y avait une loi du silence, une espèce d'omerta. Il s'agit d'évoquer les heures les plus sombres de notre histoire, l'histoire de la résistance, ou plutôt des résistances, car on a le sentiment, vu de l'extérieur, un peu comme moi-même, qu'il y a une espèce de monopole, d'unicité dans la résistance, parfois même d'ailleurs avec un paradoxe, c'est que sont montés au pinacle ceux-là même qui, pendant les premières années de la guerre, en fait ont saboté les usines d'armement à l'époque du pacte germano-soviétique. Il m'est donc apparu intéressant de vous proposer, chers amis auditeurs, une émission sur le thème « Les résistances oubliées ou occultées ». Et pour ce faire, j'ai trois personnalités dans ce studio qui sont respectivement Monsieur Jean-Luc Gendry, qui a écrit aux éditions Pascal Galaudet, G-A-L-O-D-E, un ouvrage qui s'intitule « Le temps des imposteurs ». J'ai invité également Philibert de Loisy, L-O-I-S-Y, j'indique toujours l'orthographe pour les sites internet qui reprennent ces émissions, qui a rédigé un ouvrage qui s'intitule « La première résistance, le camouflage des armes », un ouvrage paru aux éditions L'Esprit du Livre. Et puis, à mes côtés, notre ami André Pertusio, chers amis auditeurs que vous connaissez bien, qui est plus qu'un ami pour moi, c'est même un complice, et en plus de surcroît administrateur du Cercle Renaissance. Mais je l'ai invité aujourd'hui en sa qualité d'ancien président de la Corpo de droit, qui a été l'un des initiateurs de la mémorable manifestation du 11 novembre 1940 à l'Arc de Triomphe, qui fut l'un des premiers actes de résistance ouverte bien connus, et qui, s'il le veut bien, mon cher André, jouera lors de cette émission le rôle du grand témoin. Et puis, à mes côtés, non pas Bénédicte, à laquelle j'ai laissé le plaisir, la jouissance de son lundi de Pâques, mais Marie-Edmé, qui a bien voulu la remplacer au pied levé et que je remercie vivement. Et puis, bien sûr, chers amis auditeurs, mon invité permanent, vous le connaissez, il s'appelle Jean de La Fontaine. Alors, trouver une fable de La Fontaine relative à la résistance n'était pas nécessairement chose facile. Néanmoins, j'ai trouvé une fable qui ne manque pas de sel, d'ailleurs comme toutes les fables de La Fontaine. Alors, y verrez-vous une allusion à une résistance par rapport à une autre, je ne sais pas. Cette fable s'intitule « Le lion et le moucheron » et je vous en donne lecture. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. « Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Le bœuf est plus puissant que toi. Je le mène à ma fantaisie. » À peine il achevait ces mots que lui-même il sonne à la charge, fut le trompette et le héros. Dans l'abord il se met au large, puis prend son temps, fonce sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle, il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en 100 lieues le harcèle, tantôt pique l'échine et tantôt le museau. Tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son faîte montée. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'ait griffes ni dents en la bête irritée qui, de la mettre en sang, ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue, l'abat. Le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonna la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux.
dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. Voici, chers amis auditeurs, cette fable de La Fontaine qui n'est pas si connue et que je voulais vous offrir en ce lundi de Pâques. C'est un préambule alerte pour une émission qui ne le sera pas moins. Alors, comme à l'accoutumée, je vais laisser chacun de mes invités s'exprimer pendant une bonne dizaine de minutes chacun. Après quoi, grâce aux questions que vous ne manquerez pas de nous poser, nous entamerons la partie du débat. Alors je voulais poser la question d'abord peut-être à notre doyen, il m'en voudra un petit peu d'utiliser ce terme, à André Pertusio. Mon cher André, vous qui avez été un grand témoin et avez participé, avez été même l'un des initiateurs de cette manifestation du 11 novembre 1940, le titre que j'ai retenu, les résistances oubliées ou occultées, est-ce que c'est un titre qui vous choque ou qui vous agrée ? Ça n'est pas tout à fait oublié, puisque il y a tous les 11 novembre, le gouvernement, les ministres, le président de la République vont aux Champs-Élysées déposer une gerbe devant la plaque que le président Coty avait fait mettre près de la rue de Tilsit sur les Champs-Élysées pour commémorer la manifestation du 11 novembre 1940. Donc, les autorités ont, depuis quelques années, et même assez longtemps, repris l'habitude de parler de cette résistance, chacun essayant d'ailleurs de se l'approprier plus ou moins, puisqu'en 1983 notamment, le sénateur communiste Lederman avait dit ouvertement à la télévision que cette manifestation avait été organisée par les étudiants communistes. Ce qui est parfaitement stupide, puisqu'à l'époque, les communistes collaboraient plutôt avec l'occupant, puisque l'Union soviétique était l'allié de l'Allemagne. Et récemment, je dois dire que M. Sarkozy a posé, scellé au pied de l'Arc de Triomphe, une autre plaque analogue, plus grande encore, mais qui, au lieu de parler de l'occupant, parle de l'occupant nazi. Et là, j'avoue que j'avais protesté entre nous au sein de notre association en disant que pas du tout. Moi, je n'avais pas protesté du tout contre l'occupant nazi ou l'occupant radical socialiste, mais contre l'occupant tout court. Et cette manifestation a été très intéressante parce que imprévue, parce que spontanée, et je dois dire uniquement patriotique et pas du tout politique. Et surtout une chose intéressante que personne ne sait à part moi peut-être, je suis peut-être l'unique témoin de cette affaire-là, c'est que nous avons reçu, les étudiants parisiens ont reçu la visite le 28 novembre de M. Paul Baudouin. Baudouin, qui avait été ministre des Affaires étrangères jusqu'à Montoire, et dont le poste avait été repris par Pierre Laval, était resté au gouvernement à la demande du maréchal. Il y restera jusqu'au 31 décembre pour l'aider dans différents problèmes et s'occuper notamment de la jeunesse, entre autres. Il était donc venu à Paris et il avait convoqué les présidents des associations estudiantines et de jeunesse, une vingtaine à peu près, je crois, me souvenir, et dans un hôtel, je ne sais pas où j'étais, je crois que c'était Faubourg Saint-Honoré, où il nous avait fait une conférence. Et il nous a dit, messieurs, on me dit que 70% des étudiants parisiens sont gaullistes. Voulez-vous m'expliquer pourquoi ? Alors nous lui avons dit que ce n'était pas 70%, mais 90%. Alors il nous a dit, très bien, mais pourquoi ? Alors nous lui avons expliqué, bien évidemment. Il nous a dit, écoutez messieurs, les sentiments que vous venez d'exprimer, je les ressens moi-même. Et nous les ressentons tous au gouvernement. Mais vous semblez croire que toutes les choses se définissent en noir et blanc. Et non messieurs, elles sont plutôt grises, et de toutes les sortes de gris. Et je vais vous faire une confidence. Je ne crois trahir aucun secret, je me souviens de ces paroles exactes, en vous disant qu'au moment même où je vous parle, les Anglais et les Allemands sont en train de se parler par l'intermédiaire de Stockholm. Alors dites-vous bien, messieurs,
que si par hasard ils se mettaient d'accord, ce serait sur notre dos, c'est-à-dire sur le dos de la France, que cet accord se ferait. Donc le gouvernement doit être prendre beaucoup de précautions, être extrêmement alerte avec cette situation. Et il n'a pas besoin, bien évidemment, des difficultés que suscitent pas des manifestations intempestives comme la vôtre, d'autant plus que vous ne connaissez pas les Allemands, vous n'avez tout de même pas mesuré le danger qu'il y avait à faire cette manifestation. Bon, voilà à peu près, et même exactement à certaines paroles, ce qu'il nous a dit. Et effectivement, j'ai appris depuis que le gouvernement avait été alerté dès le 7 juillet des pourparlers entre les Anglais et les Allemands qui se sont continués jusqu'à la fin de l'année 1940 et qui ensuite ont été reprises par le MI5 britannique, reprises avec les Allemands pour faire croire précisément aux Allemands qu'il y avait une possibilité de paix, ce qui explique le vol de Rudolf Hess au mois de mai 1941 chez le duc de Hamilton parce qu'il pensait qu'un accord n'a pas serait possible. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il a indiqué aux Anglais que l'Allemagne allait attaquer la Russie. Et ce jour-là, Churchill a déclaré qu'il embrasserait volontiers Staline sur la bouche, car l'Angleterre, à cette époque, en 1941, était dans une situation très difficile. Et il est bien évident que jusque-là, pour le gouvernement français, toutes les options étaient militairement possibles, y compris une victoire allemande, ou une paix, comme nous venons de le dire, entre l'Angleterre et l'Allemagne, ce qui explique la politique prudente du maréchal, et qui explique aussi que le jour de Montoire, il envoyait le professeur Rougier à Londres et que ce même jour, Rougier voyait Churchill. J'ai vu le projet d'accord annoté de la main de Churchill, qui ensuite a été annoncé par une circulaire, dont j'ai copie, de Lord Halifax, qui était secrétaire du Foreign Office, à tous les Dominions, pour expliquer cet accord. Ce chose qui est également oubliée et occultée, et qui témoigne d'une résistance, du gouvernement de Vichy. Voilà. Alors, mon cher André, il y a quelqu'un qui nous manque beaucoup aujourd'hui à l'occasion de cette émission et pour lequel nous aurons une pensée particulière, c'est notre ami François-Georges Dreyfus, qui était à la fois patron d'émission à Radio Courtoisie, qui était administrateur du Cercle Renaissance, et qui, lui, a consacré notamment un ouvrage sur la résistance, un ouvrage à la résistance, qui lui avait valu d'ailleurs le prix Renaissance qui lui avait été remis par Henri Amouroux. Et je sais combien vous étiez lié à François-Georges Dreyfus, mais lorsque je vous posais cette question, avant que je ne passe la parole à Jean-Luc Gendry et à Philibert Deloisy, lorsque je vous posais cette question tout à l'heure, est-ce que c'est un bon choix de titre pour cette émission? Je faisais allusion non pas exclusivement à la manifestation que vous avez organisée le 11 novembre. Bien peu de choses. Oui, mais je faisais allusion à la façon dont la résistance apparaît aujourd'hui, la propriété simplement de certains, et on oublie totalement la participation à la fois, par exemple, de hauts fonctionnaires ou de patrons d'entreprises qui ont tout fait pour empêcher le pillage des forces vives de la nation par les Allemands, à la fois la résistance relative au camouflage des armes. Camoufler une arme, c'était puni de la peine de mort. Et d'autres résistances. Est-ce que la résistance était, on parle sans arrêt du parti des X fusillés, la résistance a commencé avec qui, André Pertusio? Bon, écoutez, il n'y a pas eu une résistance. Il y a eu des résistances. Il y a eu des résistances multiples. Un petit peu dans tous les... Il y avait la résistance au gouvernement, la résistance de l'armée, la résistance normale contre l'occupant, pas de tous les Français à un titre ou à un autre. Et puis il y a eu les mouvements de résistance qui se sont créés. Il y a eu surtout les réseaux de renseignement. Comme disait Marie-Madeleine Fourcade, qui était la célèbre chef du réseau Alliance, elle a dit, moi, je n'ai jamais entendu le mot de résistance avant 1942. Moi, j'avais un réseau de renseignement, un point, c'est tout. Et il y a eu ce qu'on appelait la résistance à Londres,
Mais là encore, il faut faire la part des choses. Il y a eu des résistances spontanées des gens qui voulaient continuer la guerre et qui étaient pour la plupart des gens d'Action française et d'anciens cagoulards. C'est un fait évident. Il y a le colonel Rémy, Duclos, Fourcault, d'Étienne d'Orve, etc. Bon, c'est des gens admirables. Et il y a eu le général de Gaulle qui, lui, a fait une entreprise, non pas de résistance, mais de dissidence. Ça, il faut bien... le général de Gaulle a pris d'emblée une position politique en établissant un contre-gouvernement, se réclamant d'une légitimité qu'il aurait acquis puisqu'il avait fait partie pendant 10 jours du gouvernement de Paul Reynaud en qualité de sous-secrétaire d'État à la Défense, contre le gouvernement constitutionnel nommé par le président de la République, qui parce qu'il avait demandé l'armistice, dont il disait qu'il était une capitulation et une trahison. Ce qui est tout de même, n'a pas trahir, n'a pas les mots et leur sens. Ça, c'est évident. Alors donc, il faut bien avoir conscience de cet état de choses. Pour le général de Gaulle, il était la légitimité française. Et cela ira jusqu'à la libération. Lorsque le maréchal lui envoie l'amiral Offand avec les sceaux de l'État, il refuse de le recevoir en disant « la légitimité gouvernementale, c'est moi ». Bon, voilà. Donc là, nous avons quelque chose de typique dont il faut avoir conscience. Et puis, il y avait les résistants qui étaient à Londres, autour de la France libre, les réseaux comme par exemple la confrérie Notre-Dame du colonel Rémy, qui était un réseau extrêmement actif, qui a donné des renseignements remarquables sur tous les ports de l'Atlantique, etc. Il y avait d'innombrables réseaux. Il y en avait à peu près aux environs de 300 qui ont été homologués par la France combattante en 1944, je crois. Donc ça fait beaucoup. Et puis les mouvements. Alors, Libération Sud, Libération Nord, combat surtout d'Henri Freinet, qui a été un des premiers résistants, et considérable d'ailleurs. Et tout cela a constitué ce que j'appelle la première résistance, c'est-à-dire une résistance nationale qui avait des passerelles avec le gouvernement. Par exemple, pas que Gabriel Jeantet, qui était au cabinet du maréchal, et qui a travaillé directement avec des gens comme Fourcault, notamment, et surtout Dingler, qui a été le grand résistant alsacien, et dont la résistance était financée directement par le maréchal. Gabriel Jeantet, d'ailleurs, qui avait été le parrain de la Francisque du maréchal. Oui. Alors, donc tout cela était quand même... Aujourd'hui, il n'y a pas les choses tranchées. Il y avait d'une part les résistants, d'autre part les collaborateurs. Oui, il était Jeantet a été le parrain de Mitterrand pour la Francisque. Absolument, oui. Parrain de Mitterrand, mais c'est vrai. Et Mitterrand lui-même, d'ailleurs, était commissaire aux prisonniers. Et je citerai ici une anecdote, qui est peu connue, c'est qu'à la fin de sa seconde présidence, lorsqu'on ne risquait plus rien en l'attaquant, il a été attaqué à la télévision par El Kabbach et d'autres, etc., qui lui ont reproché d'avoir été au gouvernement de Vichy, l'affreux Vichy, les collaborateurs, etc., et en lui disant, mais il fallait pas, il y avait que, etc., etc., ce à quoi Mitterrand a fait une petite réflexion en aparté, qui a été entendue quand même, en disant, j'aurais bien voulu les y voir. Et cela, c'est tout. Mon cher André Pertusio, je voudrais chaleureusement vous remercier parce que vous avez posé parfaitement, me semble-t-il, mais ce sera mes invités également d'en juger, les bases de cette émission pour souligner la complexité du problème et le fait qu'il y ait eu des résistances. Et si j'ai choisi ce thème d'émission aujourd'hui, c'est que il s'en est suivi à la fin de la guerre des pouvoirs gigantesques issus de la résistance, en particulier le monopole des syndicats, et qui a toujours été, je dirais, à sens relativement unique, oubliant précisément, comme vous venez de le faire avec compétence, la complexité de la résistance et les multiples origines des résistants. Un dernier mot, André, avant... Non, parce qu'il faudrait que je ne pas empêcher, monsieur, pas de parler, parce que sinon, je veux parler pendant 1 heure ou 1 heure et demie, de cette affaire-là. Mais je veux dire une chose, et peut-être que si vous me redonnez la parole plus tard, je pourrais m'exprimer plus
plus longuement là-dessus. Et c'est le changement fondamental qui est intervenu dans la résistance à partir du moment où l'Union soviétique a été attaquée par l'Allemagne. À partir de ce moment-là, tout a changé et la résistance progressivement a été mangée par la gauche, et singulièrement par le Parti communiste, et l'un des acteurs principaux, n'est pas de ce changement de la résistance, a été Jean Moulin, dont nous parlerons un peu plus tard. Alors je vais me tourner vers Jean-Luc Gendry. Jean-Luc Gendry, vous avez rédigé, en fait c'est la suite d'ailleurs de toute une série, un ouvrage aux éditions Pascal Gallaudet, un ouvrage qui s'intitule « Le temps des imposteurs ». J'aimerais que vous nous disiez quels sont les imposteurs. Ah. Je vais vous le dire tout à l'heure, mais je voudrais peut-être commencer par l'utilisation de ce mot de résistance, en disant comme notre premier intervenant l'a très bien et très clairement indiqué, il y avait beaucoup de formes de résistance. La première a été, on peut le dire, dès le 1er juillet 1940. C'était une résistance légale. Et j'insiste beaucoup sur ce fait que, tout naturellement, le gouvernement de l'époque, Vichy, a tenté d'utiliser toutes les armes possibles de la légalité pour s'opposer aux Allemands. Et il existe une pièce extraordinaire, qui est une pièce manuscrite dans les archives, de Tarbé de Saint-Ardouin, qui avait été à Berlin comme cela, qui avait été à Berlin parmi les diplomates français en poste, et qui écrit à Pierre Arnald, qui est le numéro 2 des affaires politiques à Vichy, lui écrit le 2 juillet 1940, en lui disant, nous sommes arrivés ici à Wiesbaden pour négocier devant la commission allemande, persuadés que les conventions de la Haye 1907 nous donnaient toutes les protections. Et nous découvrons avec effroi que, au terme des conventions de la Haye, l'occupant, c'est-à-dire l'Allemand, s'il le désire, peut lui-même percevoir tous les impôts directs et indirects en toute liberté sur les bases qui avaient été fixées antérieurement. Seule charge pour lui de maintenir en place l'administration fiscale. Si les Allemands se rendent compte de cette faculté exorbitante qui leur est donnée par le droit international, on peut dire que la souveraineté effective de la France sur toute la zone occupée est perdue d'avance. Donc Pierre, je t'en supplie, fais remonter le plus vite possible en zone occupée les contrôleurs fiscaux, les trésoriers payeurs généraux, les percepteurs, de telle manière que les rôles d'impôts soient envoyés au plus vite possible avant septembre, et que nous affirmions ainsi notre souveraineté de finances publiques, donc de la monnaie française, sur la zone occupée. Cet aspect des choses, je ne l'ai trouvé relevé dans aucun des manuels d'histoire de l'époque. Ni chez Durosel, ni même chez Amouroux. C'est une pièce capitale de la résistance légale. Je vous rappelle que, à ce moment-là, il y avait environ 400 ponts détruits. Il a fallu ouvrir 600 chantiers pour établir ces ponts, les lignes téléphoniques, télégraphiques, etc. Donc, la remontée de zone libre en zone occupée présentait des difficultés innombrables. Et cependant, on y est arrivé, et tous les rôles d'impôt, l'affirmation de la souveraineté finance publique de la France a été affirmée dès le mois d'août, le mois de septembre. C'est capital. Les Allemands n'avaient pas envisagé certainement une guerre si longue. Ils n'avaient pas préparé cette espèce d'implantation pendant des années. Et donc la France, sous l'égide du gouvernement français, de ses diplomates, a agi avec une rapidité remarquable. C'est un acte de résistance capital,
Il a été suivi immédiatement derrière de dispositions prises entre Yves de Boissanger, gouverneur de la Banque de France, Couve de Murville, directeur des finances extérieures, et évidemment Boutillier, qui était devenu ministre des Finances, en imposant immédiatement la mise au nominatif de tous les titres cotés, de manière à ce que les Allemands ne puissent pas s'emparer des affaires. Tous les titres étaient au porteur. Si les Allemands avaient agi très vite, étant donné les besoins de liquidité des Français, on aurait pu assister à des prises de contrôle fulgurantes. La mise au nominatif a été le deuxième acte tout à fait remarquable de cette époque. Et il s'est suivi d'un certain nombre d'autres dispositions en matière de circulation monétaire, d'interdiction de vente à des étrangers aussi bien des biens meubles qu'immeubles. Donc une véritable barricade a été dressée très vite par les responsables diplomatiques financiers français, et on peut dire que c'était des actes de résistance d'une importance considérable et qui sont restés valables jusqu'au mois de juillet 1944. Ce que vous nous apportez là comme information est tout à fait capital. Ça souligne en tous les cas le sens de l'État qu'avaient ces hauts fonctionnaires, et ce qui est tout à fait effectivement occulté et qui n'a jamais été pris en compte. C'était une forme de défense de la souveraineté nationale. De la souveraineté. Face à des droits que paradoxalement avait l'occupant. Absolument. Et on a bien vu dès les premières remontées de Laval sur Paris, il est très mal accueilli par les dirigeants militaires allemands, von Brauchitsch qui est en poste à Fontainebleau, parce que on considère que toutes ces questions sont des questions d'intendance qui n'ont aucune importance. On peut dire que la vision française a été infiniment plus percutante et rapide à ce moment-là. La deuxième chose qui est importante, c'est que également les responsables de la commission d'armistice, c'est-à-dire Boissanger, Couve, le général Hunsinger, bien sûr. Et je peux en parler avec d'autant plus, si vous voulez, de vibrato que mon père faisait partie, était un des adjoints du général Hunsinger, était à ses côtés dans toutes ces semaines capitales. C'est comme cela, j'imagine, que vous avez eu accès à pas mal de documentation. Oui. J'ai eu tous les documents de mon père et un certain nombre des documents d'Yves de Boissanger, qui était resté un grand ami de ma famille et de moi. Et donc la deuxième décision qui est prise, c'est celle-ci, c'est de faire remonter très vite tous les préfets en zone occupée et de les doter de pouvoirs de police pour essayer de s'interposer si les Allemands ils ne sont pas fait faute dans les années qui ont suivi. Mais on peut dire que au lieu d'avoir des généraux de division et de corps d'armée se battant sur un front, le front s'était déplacé sur 60 départements occupés, enfin 58. C'était là la ligne de front. Donc les préfets avaient ordre de tenir en main évidemment tous les contrôles d'identité, l'octroi des cartes de ravitaillement. Nous étions complètement dépendants de la puissance publique. Il fallait donc que la puissance publique soit exercée par des préfets qui avaient donc une parcelle de souveraineté, étant donné les circonstances de l'époque, tout à fait indubitable. Le nouveau gouvernement a mis à la porte quelques préfets qui étaient considérés comme trop mous ou trop peu conscients des contingences de l'heure. Mais l'ensemble du corps préfectoral de la Troisième République a fait preuve d'un patriotisme remarquable. Il y a eu différentes couches après de nominations préfectorales pendant 4 ans. Mais je dois dire, pour faire bref, que sur un corps préfectoral d'environ 500 préfets, secrétaires généraux de préfecture, 46 ont été déportés, une centaine ont été enfermés par les Allemands. Donc on peut dire que nos chefs de division de corps d'armée civile ont fait preuve
d'un patriotisme remarquable et d'une obéissance totale au gouvernement légal. Il n'y a pas eu pratiquement de trahison dans le corps préfectoral. Et en dépit de tout ce qu'on a dit et écrit sur Laval, Laval s'est efforcé de maintenir cela dès son retour et il n'a dû concéder qu'une nomination préfectorale en 4 ans, celle d'Angelo Chiappe, comme préfet régional d'Orléans. Et Angelo Chiappe avait perdu la tête, mais il n'avait jamais eu beaucoup de tête. Son frère aîné Jean Chiappe était remarquable, etc. Mais je voudrais terminer par une chose qui est peu connue. C'est que en zone libre, toute l'armature de l'armée était restée en place. Le deuxième bureau comprenait 2 parties, l'espionnage et le contre-espionnage. L'espionnage, il n'en était guère question car il était difficile en Allemagne de pénétrer. Mais en contre-espionnage, le colonel Payol avait créé sous le sigle très curieux de Grands Travaux Ruraux une antenne à Marseille. Il est peu connu que le contre-espionnage français a arrêté en 4 ans 2000 agents allemands et qu'il en a fusillé 40. Je n'ai trouvé ce point précis indiqué dans aucun livre d'histoire. C'est-à-dire que le contre-espionnage français, aidé par ceux du deuxième bureau qui avaient encore bon pied, bon oeil, et qui étaient là, se sont livrés à une traque considérable des agents allemands. On en a fusillé 40 et on s'apprêtait à en fusiller un peu plus lorsque l'année 43 s'est déroulée de telle manière que c'est devenu très difficile et qu'il a fallu arrêter les dossiers. On oublie totalement que le principal réseau de résistance entre guillemets, celui du capitaine Freinet, était surtout la rédaction d'un petit bulletin, tout petit bulletin d'information qui s'est appelé Les Ailes Brisées, et après combat, mais que l'intégralité des renseignements de Freinet venait du deuxième bureau de Lyon. Donc que le gouvernement de l'époque considérait avec un œil très sympathique quelqu'un qui était capable, par son petit journal Les Ailes Brisées puis Combat, de regonfler le moral des Français et l'aider de toute manière. Mon prédécesseur au micro a indiqué le nom de Dingler. Dingler a fait partie de cela, car Dingler, qui était un ancien d'Action française, comme vous l'avez très justement dit, qui était en plus un ancien de la Cagoule, est venu à Vichy et par Gabriel Jantet était présenté et le maréchal, sur sa cassette personnelle, lui a donné 500 000 francs. Dingler a été un homme considérable. Il a aidé aux évasions des Alsaciens-Lorrains à travers le sud de l'Alsace de manière constante. Il était envoyé par le maréchal pour essayer de joindre le général Giraud dans l'hiver décembre 43, janvier 44. Et j'ai connu très intimement Eschbach, qui était son bras droit. Et ce fils, Eschbach, qui a écrit un livre sur Dingler, tout à fait remarquable. C'était des actions concrètes, et je dirais paramilitaires. N'oublions jamais que tous les officiers du deuxième bureau ont été raflés par les Allemands en novembre 42, qui sont tous morts en déportation, y compris le commandant de Brandt, qui était le père d'Anémone Giscard d'Estaing. Tous ces officiers avec lesquels mon père avait fait l'école de guerre, etc., au bout de feu, nous les rencontrions autrefois tout enfant à la maison. Et je veux dire que quand je vois des histoires de résistance qui datent du 1er août 1944 pour s'achever le 25 août, je regarde ça avec un certain scepticisme, une certaine tristesse. Parce que c'est
là où arrivent les imposteurs. Alors, Jean-Luc Gendry, je voudrais très chaleureusement vous remercier de vos témoignages. Vous êtes plein à juste titre du fait que ces informations inédites que vous avez apportées n'avaient pas été publiées dans les ouvrages ayant trait à cette époque. Dieu merci, vous les avez maintenant rappelées, révélées au micro de Radio Courtoisie. Vous savez que les émissions de Radio Courtoisie sont enregistrées. Vous savez que les auditeurs de Radio Courtoisie et leurs amis peuvent a posteriori commander ces cassettes, et donc vous avez apporté, je vous en sais gré, un témoignage pour l'histoire, en particulier en ouvrant ces interrogations sur l'action du deuxième bureau, des actions de certaines personnalités qui n'ont pas été, dont le nom n'a pas été communiqué au grand public. Je vais demander, avant de passer la parole à notre troisième invité, je vais demander à Marie-Edmé un petit rappel sur cette émission. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Michel de Rostolan. Sont réunis aujourd'hui dans ce studio pour évoquer les résistances oubliées ou occultées Jean-Luc Gendry, auteur du Temps des imposteurs, Philibert de Loisy, pour son ouvrage La première résistance, le camouflage des armes, et André Pertusio. Une auditrice... On nous demande de ne pas oublier de parler d'Henri Freinet, mais nous en avons parlé tout à l'heure, pour son ouvrage « La nuit finira ». L'auditrice demande où on peut se le procurer, si quelqu'un ici le sait. Je ne sais pas quel est l'éditeur. Je l'ai lu, bien entendu. C'est un livre tout à fait remarquable. Je crois le plus remarquable que l'on ait lu sur la résistance. Et Freinet a écrit également l'énigme Jean Moulin, qui est aussi très important, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, là, si on me redonne la parole. Je voudrais voilà, mais je ne sais pas quel est l'éditeur, mais on peut le trouver en allant à la procure, par exemple, oui, et en le demandant. Je crois qu'on peut encore se le procurer. Et puis, une autre question. Une auditrice demande de ne pas oublier de mentionner Alain Griottret à l'Arc de Triomphe, bien sûr, le 11 novembre 1940. Je connaissais très bien Alain Griottret, dont j'ai beaucoup regretté la mort, qui était un excellent ami et qui est un homme tout à fait remarquable, et qui était patron d'émission, à 18 ans a été le chef d'un réseau de résistance, le réseau Orion. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Enfin, non, c'était un type. Parmi les résistants d'ailleurs, ces jeunes étudiants qui ont manifesté le 11 novembre à vos côtés, il y avait également l'un de nos grands amis qui était Jacques Dupaquier. Ah, je n'ai pas connu Jacques Dupaquier, mais je ne connais pas tous les résistants. Là, nous avons une association qui s'appelle l'Association des résistants du 11 novembre 1940, dont le président actuel s'appelle Pierre-André Dufetel, qui est président je crois, de l'Académie d'architecture, et qui a fait une très belle guerre en Angleterre. Il était dans l'aviation de chasse, dans les forces aériennes françaises libres, et d'où il est revenu avec le grade de colonel. Et enfin, vous savez, il y avait des gens merveilleux partout dans la résistance. Il y en avait à Londres. Nous allons parler d'autres personnes merveilleuses, précisément avec Philibert de Loisy. Philibert de Loisy, alors c'est un petit peu comme Jean-Luc Gendry, il y a quand même une transmission familiale, parce que Jean-Luc Gendry nous a dit que son père, et du fait de son père, il détenait des documents tout à fait aux premières sources. Eh bien, c'est également le cas de Philibert de Loisy, dont le père a participé à la résistance, dont Philibert de Loisy va nous entretenir. La première résistance, le camouflage des armes, c'est le titre du livre paru aux éditions L'Esprit du Livre. Cet ouvrage a un sous-titre « Les secrets du réseau CDM ». CDM, c'est camouflage camouflage du matériel, 1940-1944. Philibert de Loisy, parlez-nous un petit peu de cette première résistance, le camouflage des armes. Eh bien, ce que l'on ne sait pas, c'est que dès le 30 juin 1940, suite à une conversation entre le général Weygand, le général Colson, le général Delattre et quelques autres, sur le cours Sablon à Clermont-Ferrand, ils ont décidé qu'effectivement, on n'allait pas livrer à l'Allemagne le matériel militaire restant encore en zone libre. Enfin, disons, derrière les lignes, disons.
Et effectivement, dès le départ, on crée ce service de camouflage du matériel qui est confié au commandant Mollard, qui était déjà au service du matériel avant-guerre, et qui, à Wiesbaden, avec la commission d'armistice, dans un premier temps et jusqu'au mois de septembre, va défendre pied à pied le matériel français face aux Allemands. Et que va-t-il se passer? Eh bien, on va utiliser les unités militaires qui vont donner une partie de leur matériel au service du camouflage en le mettant dans 5 types d'endroits qui sont les propriétés, bien évidemment, les fermes, les entreprises, les administrations et, j'oubliais le dernier, les congrégations. Puisque énormément de couvents ont été utilisés. Le plus célèbre étant la Trappe des Dombes, qui a tenu 680 tonnes, je dis bien 680 tonnes d'armement, ainsi que la Grande Chartreuse, pour ne citer que 2 principales. Mais ces bons pères sont merveilleux. Comment? Ces bons pères sont merveilleux. Ces bons pères ont été des patriotes authentiques. Je rappelle que la Trappe des Dombes a été décorée de la Légion d'honneur. Après la guerre. Donc il n'y a pas de secret là. Et donc une fois que cet armement a été camouflé, si vous voulez, donc les 2 tiers de l'armement qui a été camouflé entre juillet et septembre 1940, et ensuite on s'est aperçu qu'il y avait des manques, donc on s'est lancé dans des fabrications en récupérant ce qu'il y avait déjà dans les arsenaux, parce que dans les arsenaux, comme vous le savez, il y a des pièces de rechange, et ces pièces de rechange ont été transformées en fusils, ou en mitrailleuses, ou en fusils mitrailleurs. Et on a également récupéré, on a par contre continué à faire des fabrications clandestines. Fabrications clandestines qui ont été de 2 ordres essentiellement. D'une part, des chenillettes Lorraine qui devaient être transformées en chasseurs de chars. D'autre part, des grenades anti-chars qui étaient fabriquées, puisqu'il y en avait pratiquement plus de 3000 qui étaient fabriquées en novembre 42. Il y avait également des automitrailleuses, parce qu'on avait évacué des établissements rares à Paris, près de 64 véhicules qui n'avaient pas de tourelle. Et donc, c'était idiot. On n'allait pas les donner aux Allemands. Et donc, on les a récupérés. Et Mollard a été chargé de trouver quelqu'un pour lui fabriquer ces tourelles. Et c'est grâce à monsieur Restani, qui était le responsable des chars chez Renault, qu'il a pu fabriquer ces tourelles. Et ces tourelles étaient prêtes en printemps 42. Elles étaient donc dans les unités. Il y en avait 5 automitrailleuses a été mises dans chaque région militaire, en plus des 8 autorisées par l'armistice. Et suite à ce développement, on a décidé qu'il fallait effectivement faire quelque chose de cet armement. Car c'est pas le tout d'avoir de l'armement, il faut en avoir l'utilisation. Donc on a fait un plan de mobilisation extrêmement structuré, avec les moyens du bord bien évidemment, mais avec quand même c'était quelque chose de tout à fait valable. J'en ai parlé dans mon livre, et je referai un article prochainement dans une revue spécialisée. Et il faut dire également qu'en Afrique du Nord, et on en parle toujours, on dit mais il n'y a eu que du camouflage des armes en Afrique du Nord. C'est parfaitement faux. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que le camouflage en Afrique du Nord a été fait, mais il ne représentait que 1/3 de l'armement qui a été fait en France, et également 1/3 des véhicules disponibles. Pourquoi? Parce qu'il y avait très peu de véhicules en Afrique du Nord, bien évidemment. Mais néanmoins, ils ont fait des réalisations extraordinaires, comme ces canons qu'ils ont montés sur véhicules pour faire des canons anti-chars. On est extrêmement contents de les trouver pendant la bataille de Tunisie. Ils avaient fait également, et ça c'est intéressant, parce que on ne le sait pas, mais ils avaient fait des postes radio, et grâce à quoi? Grâce à des pièces détachées vendues par les Anglais via Tanger.
Donc, sinon, il était bien incapable de fabriquer ces pièces, ces appareils de radio avec le matériel qu'ils avaient en Afrique du Nord. Donc, ce sont les Anglais qui, une fois de plus, ont aidé en donnant des pièces, qui ont permis de créer ces postes. Et donc, on sera extrêmement content en 43, au début de la campagne de Tunisie, de trouver tout ce matériel. Parce qu'il est bien évident que les troupes françaises sont restées en Tunisie pendant près de 4 mois, toutes seules. Il y avait des Anglais, mais tout le monde sait qu'ils n'étaient pas très entraînés et qu'effectivement, ils n'ont pas été capables de prendre Tunis à fin décembre 42, alors c'était possible. Et les Américains, ils sont arrivés beaucoup plus tard, parce qu'évidemment, ils n'étaient pas prêts du tout. Alors, et donc, les Français ont tenu tout seuls, dans des conditions épouvantables. D'abord parce qu'il y avait un climat atroce cette fois-là, et donc effectivement, c'est très dur dans ces cas-là. Et alors, que s'est-il passé, alors, en 1942, fin 42, à l'entrée des troupes allemandes? Parce que là, c'est la grande chose. Il faut savoir que les Allemands exigent de Laval, dès leur entrée, je rappelle qu'ils rentrent en France le 11 novembre 1942, dès le 3 décembre 1942, ils exigent de Laval les lois du 3 et 5 décembre 1942 qui obligent tous les Français à déclarer toutes les armes qui sont chez eux, c'est-à-dire aussi bien les armes de guerre, bien évidemment, mais aussi les armes de chasse, même les sabres et les baïonnettes, c'est pour vous dire. Et donc, tout le monde a été obligé de déclarer pratiquement tout. Et qu'a fait à ce moment-là le CDM? Et c'est ça ce qui est intéressant de savoir, c'est que le CDM a su très rapidement que le gouvernement n'a pas été, moins qu'on puisse dire, à la hauteur de la situation. Il a eu très peur. Il a essayé dans un premier temps de dire ce seront les préfets qui vont se charger, disons, de la collecte des armes. Mais comme la délation augmentait énormément, et que les Allemands se sont fâchés très fort, parce qu'ils ont dit, je ne comprends pas, vous nous dites qu'il n'y a pas d'armes, et il y a des gens qui nous disent qu'il y a des dépôts ici et là, quand on va voir, on les trouve, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'existe pas. Et effectivement, petit à petit, le CDM le gouvernement a donné des armes. Et effectivement, la première déclaration est celle du mois de janvier 1943, qui donne 234 dépôts. Alors il faut savoir que le CDM, dès l'entrée des troupes allemandes, a commencé à déplacer ces dépôts. C'est-à-dire que ceux qui étaient qui étaient à l'air libre ont été enterrés. Tout ce qui était munitions a été mis au fond des lacs et des rivières. Dans la mesure du possible, bien évidemment. Et donc, il n'est pas possible de dire que le CDM n'a rien fait à ce moment-là. Alors, c'est la grande reproche qui lui est fait en disant vous êtes précipité pour donner l'armement aux Allemands. On verra dans mon livre qu'effectivement, les 2/3 de l'armement stocké seront donnés aux Allemands, c'est vrai, mais entre le 3 décembre et le 30 mai 1943, donc ça fait 5 mois pour donner 2/3 du matériel. Et on verra, j'ai retrouvé dans les archives allemandes, si vous voulez, la progression de la livraison de ce matériel. Donc il est inexact de dire que le CDM s'est précipité pour donner cet armement. La deuxième reproche qu'on lui a fait après, c'est de dire « Ah, mais il n'a pas voulu le donner à la résistance » et de citer des témoignages tout à fait authentiques, qui soient aussi bien celui de M. Aubrac que celui de Lyon, eh bien, pour dire qu'effectivement, on leur a donné du matériel qui était en vrac. Or, je suis désolé de dire que dans les archives allemandes, les Allemands disent le matériel est empaqueté, en caisse, graissé, impeccable. On voit que ça a été fait dès 40. C'est eux qui l'écrivent, c'est pas moi. Donc, on ne peut pas dire que disons que ça n'a pas été fait correctement et que ça n'a pas été donné à la S. Alors, on cite cet événement. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que quand Aubrac va à Montpellier rencontrer le commandant Arnaud, le commandant Arnaud sait que les Allemands le cherchent partout.
Et si vous voulez, il change de pseudo tous les semaines. Et Aubrac est venu le voir avec un pseudo éventé. Je précise quand même, si vous voulez, à cette occasion, que lorsque le général Delattre fait son équipée, il convoque Arnaud et il dit « Arnaud, demain, vous me donnez une rame de camion et l'armement d'un bataillon. » Arnaud, le lendemain, donc le 19 novembre au matin, arrive avec une rame de camion et l'armement d'un bataillon. Donc on peut pas dire, si vous voulez, que tout ça était n'importe quoi, c'était 3 fusils et 2 pistolets obsolètes, ça ne tient pas, ça ne tient absolument pas. Alors, donc le reproche que je vous disais sur, ils n'ont pas voulu donner cet armement à l'AS est tout à fait spécieux, et parce que, effectivement, au début de l'année 43, notamment dans le Tarn-et-Garonne, le CDM a mis à disposition de l'AS naissante, parce que l'AS est tout à fait naissante, à ce moment-là, de l'armement important, puisqu'il y avait près de plusieurs tonnes, de quoi équiper près de 10 000 hommes, donc ça n'était pas petit. Et c'était pas donc 3 fusils et 2 pistolets, nous sommes bien d'accord, et que cet armement, l'AS a tardé à venir le chercher, moyennant quoi les Allemands ont intercepté un caporal, ils l'ont torturé et il a vendu la mèche. Et donc ça n'a pas été très glorieux. La deuxième chose, si vous voulez, qui a eu lieu également, c'est que au mois d'octobre, suite à l'accord qui a été fait entre les différentes sections de la résistance en Rhône-Alpes, il a été décidé que un armement considérable serait donné à la résistance. Cet armement a été saisi par les Allemands. Toujours pareil, parce que disons que les conditions de stockage et d'utilisation n'étaient pas bien définies par la résistance. Donc, si vous voulez dire que n'a pas voulu le donner à la résistance, c'est n'importe quoi. Alors, est-ce que la résistance en a récupéré? Eh bien, si vous voulez, tout simplement, les gens du CDM se sont mis d'accord avec l'ORA. Je précise à ce sujet-là que l'ORA donc a été fondée par le général Frère en décembre 1942, que mon père était son chef de cabinet, donc j'ai toujours entendu parler dans le plus grand bien du général Frère, et je voudrais dès le départ tordre le cou à une vieille médisance qui veut que le général Frère est condamné à mort le général de Gaulle, puisque c'est lui qui présidait le tribunal qui a condamné à mort le général de Gaulle. Alors je précise que le général Frère a voté contre. Il n'était pas le seul, il y en a un deuxième qui a voté contre, c'est le général de la Porte-du-Teil. Mais tout ça est peu connu. On pense bien qu'on a, si l'école militaire de Saint-Cyr a donné le nom de général Frère en 48 à une promotion de Saint-Cyr, ça n'est pas parce qu'il avait condamné à mort le général de Gaulle, c'est bien évident. Donc, si vous voulez, il y a encore une troisième chose. Donc, l'ORA a récupéré cet armement en 43 et surtout en 44. Et ça a été parfois très, très difficile parce que les Allemands, effectivement, continuaient à chercher l'armement partout. Et ensuite, on a dit, mais donc ça a parfaitement réussi à la résistance, parce que je reprends un exemple très précis. Le corps Franc-Pommiès, qui est la plus principale unité de la résistance, je le précise, il a fait près de 9000 hommes, ce qui est quand même d'hommes. Il était de tendance ORA, et donc il avait une partie de son armement était français, qui venait du CDM. Donc on peut pas dire du tout que c'était un bricolage. Alors je voudrais rendre hommage à Philibert de Loisy, comme je rends d'ailleurs hommage également à Jean-Luc Gendry, parce que l'un et l'autre, vous avez choisi d'aborder des thèmes, des sujets de résistance non connus, mais également extrêmement complexes. Et je dois rendre hommage, en ce qui concerne Philibert de Loisy, pour ce sujet de la première résistance, le camouflage des armes, je dois rendre hommage à ce travail de fourmi, d'approche des documents, tant en France qu'en Allemagne. C'est un ouvrage extrêmement documenté que vous pouvez, chers amis auditeurs, vous procurer auprès de l'Esprit du Livre, les éditions L'Esprit du Livre, collection Histoire et Mémoire combattante.
préface de André Martel. C'est un travail extrêmement fouillé et qui, comme vous venez de le souligner, cher Philibert Deloisy, est particulièrement complexe, avec des suspicions, avec des dénonciations, avec dans un climat qui était celui que Jean-Luc Gendry et que André Pertusion ont évoqué tout à l'heure. Je vais demander à Marie-Edmé un petit rappel sur cette émission, et puisqu'il faut laisser un peu la parole, je sais que vous avez tous envie de parler, mais laissez la parole aux auditeurs. Nous allons également écouter les messages des auditeurs. Marie-Edmé. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Michel de Rostolan. Sont réunis aujourd'hui dans ce studio pour évoquer les résistances oubliées ou occultées Jean-Luc Gendry, auteur du Temps des imposteurs, Philibert Deloisy pour son ouvrage La première résistance et André Pertusio. Une auditrice nous informe de l'édition de l'ouvrage dont nous avons parlé tout à l'heure, l'ouvrage d'Henri Frenay, La nuit finira. Une première édition a été faite en 1973 chez Robert Laffont. Une deuxième édition en 2006 chez Michalon dans la collection Fonds perdus. Un auditeur trouve l'émission très intéressante. Il demande si l'on va dénoncer les calomnies sur Maurice Papon. Une auditrice demande de rappeler l'action de Pierre de Villemarais dès l'âge de 17 ans. Et un auditeur rappelle une phrase de Churchill, « Je ne suis pas sûr que l'on ait tué le mauvais cochon ». Alors voilà quelques questions d'auditeurs. Je vais tout à l'heure demander à Marie-Edmé de lire d'autres messages, mais je voudrais faire une petite césure en ce milieu d'émission à la suite des interventions des uns et des autres pour annoncer quelques réunions et signaler quelques ouvrages qui ont retenu mon attention. Nous en revenons aux questions des auditeurs, ma chère Marie-Edmé. Il y avait encore quelques autres interventions des auditeurs, après quoi je vais demander à mes invités de dire ce qu'ils pensent des uns et des autres. Alors, on ne sait pas si c'est un auditeur ou une auditrice. Et puisqu'il est question des imposteurs de 1940 à 1945, n'oubliez surtout pas le nommé Jean Moulin, grand ami des Boches, des communistes, et dont maître Charles Benfredge a tracé le portrait dans son maître-livre Jean Moulin contre-enquête, qui montre que la réalité historique est à l'opposé des mensonges de la vérité officielle. Un auditeur. Quel a été le rôle des Anglais dans cette histoire trouble, où ils ont manipulé tant et plus pour assurer à la Grande-Bretagne un rôle prépondérant et s'aligner sur Roosevelt qui imposait une guerre totale? Il faut rappeler le refus de soutenir la résistance allemande, de négocier avec les officiers allemands prêts à la sédition lors du débarquement. Un auditeur, que pensez-vous de cette nouvelle journée nationale de commémoration créée par Hollande pour le 27 mai, qui correspond en effet à ce jour à la première réunion du Conseil national de la résistance, le 27 mai 1943. Alors voici un ensemble de questions. Qui ouvre le feu? Jean-Luc Gendry. Je voudrais vous dire qu'il existe encore une résistance tout à fait autre, celle qui n'a jamais réclamé une étiquette, qui était totalement discrète. Il y a quelques semaines, donc quelques mois, je me suis trouvé par hasard à côté d'une personne qui s'appelait la comtesse Savelli, qui était la fille du marquis de Barbentane, et qui m'a dit « Mais moi, je n'ai jamais adhéré à rien, à aucun parti, même avec mon père. Nous avions un château qui était à cheval sur la zone occupée et la zone libre, à hauteur de Blanzy, au bout du petit chemin de fer qui contourne le Creusot, etc. Mais de 40 à 44, on a fait passer énormément de gens dans notre forêt sans jamais rien demander à personne. On était en accord avec le chef de gare de Blanzy qui, voyant des pauvres gens avec des valises, des paquets, demandant un peu leur chemin, il était évident que je cherchais le passage à la ligne de démarcation. Il m'a dit, mon père a fait ça pendant des années, venez chez moi, je vais vous montrer des photos. J'arrive chez elle, elle me montre l'album de photos, je l'ouvre, et tout d'un coup, je vois dans la cour du château des nuées d'enfants. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'était, ces enfants 40. Elle m'a dit, c'est là d'où est sorti le film Au revoir les enfants de Louis Malle.
Parce que après le drame de Fontainebleau, des Carmes des Chaussées d'Avon, où les Allemands ont emmené 2 enfants d'importation, on ne les a jamais revus, le supérieur du collège qu'on n'a jamais revu non plus. Notre évêque nous a demandé si on pouvait prêter notre château pour accueillir le pensionnat. Alors je lui ai dit, donnez-moi une loupe, parce que j'ai été en classe avec les petits mâles, moi, Jean-François et Louis. Alors j'ai pris la loupe de la comtesse Savelli, j'ai regardé, j'ai retrouvé les 2 enfants mâles, qui étaient des petits-fils de Fernand Béguin, qui ne fichaient pas une ramée dans le collège des jésuites de Franklin. On les avait mis à la porte, et c'est pour ça qu'ils avaient atterri à Fontainebleau. Et puis après, en 1943, ils sont arrivés dans cette propriété. Alors cette comtesse Savelli était d'ailleurs tout à fait intrépide, parce qu'au moment de l'OAS, elle a rendu un énorme service, et on l'a mis en prison. Elle partageait, pas loin, le couloir de détention d'un homme qui est maintenant devenu célèbre, qui est Dominique Venner, la Nouvelle Revue du Soir, qui lui avait écopé de 4 ans de prison. Et la comtesse Savelli, je lui ai dit, ben alors c'était très triste cette prison de la Roquette. Elle dit, pas du tout, ne dites pas ça. Je partageais ma prison avec Marie-Louise, c'était une prostituée de Pigalle qui avait été donnée par son macro, qui était ma meilleure amie, mais elle est restée ma meilleure amie. C'est merveilleux, merveilleux. Donc je vous dis ça, mais j'ai 2 choses à vous dire encore très rapides. D'autres hommes qui, eux, n'ont toujours refusé toute appartenance. Le général Paquin. Le général Paquin était chef du 4e bureau en 1939. On lui a demandé de rester à Saint-Lazare, à la SNCF. Il est resté pendant 4 ans au cœur du plus formidable ensemble de renseignements, c'est-à-dire qu'il surveillait tous les convois allemands de toute nature qui revenaient d'Allemagne, convois d'hommes, de munitions. Inutile de vous dire qu'il en faisait immédiatement profiter sous l'angle de renseignement les services de renseignement de Vichy. Le général Paquin, que j'ai bien connu, qui était un homme très remarquable, il est resté là en poste pendant 4 ans. Il n'y avait pas besoin de faire des réseaux de renseignement pour essayer d'avoir... Il suffisait d'interroger le général Paquin qui... Ce que j'apprécie, c'est qu'actuellement, vous êtes en train de restituer l'atmosphère extrêmement... dont s'affranchissent toutes les personnes et même extrêmement variées, extrêmement variées et diverses. Je n'ai entendu jamais personne raconter le travail de la cellule du général Paquin, qui était à Saint-Lazare, qui avait été le supérieur de mon père au 4e bureau, qui était un homme très remarquable, etc. Et j'en termine avec un 3e exemple très rapide. Quand le 14 juin 1940, l'amiral Darlan a donné l'ordre à toute la flotte de guerre d'appareiller. Toute la flotte appareillée, même le Jean Bart, qui était sur escale à Saint-Nazaire, et qui est parti sans avoir reçu son artillerie. Extraordinaire. On a réussi à manœuvrer le Jean Bart et on a sauvé, toute la flotte de guerre a été sauvée. Mais l'amiral Darlan a demandé au lieutenant de vaisseau Philippon de rester avec 3 officiers en poste à Brest pour entretenir l'arsenal, c'est-à-dire le maniement des écluses. Quand les Allemands sont arrivés, Philippon était là, il est resté. Et il a évidemment fait passer énormément de renseignements très utiles, notamment au moment de l'appareillage du char Nord et du Gneisenau. Ses mérites ont été reconnus très tardivement, mais quand même, dans la période 58-68, le général de Gaulle l'avait nommé chef d'état-major général de la marine. C'est un homme très remarquable. Il n'a jamais rien réclamé. Il n'a jamais appartenu à un réseau de résistance, à un mouvement. C'était des pions très utiles qu'on avait laissés en place ici et là. J'en ai terminé. Je voulais vous livrer ces 3 exemples. Mais c'est resté pour la mémoire, puisque c'est enregistré. Mon cher
Je voudrais du complément. justement reprendre une Parce chose. que je vois un sourire complice. Comme M. Gendry satisfait a dit tout à l'heure, qui est très intéressant, c'est les travaux ruraux. Organisé par le colonel Rivet et par le colonel Payol, le fameux Payol qui a écrit un remarquable livre qui s'appelle Service secret, ne pas qui n'est rien, et qui est le seul Français à avoir été averti par les Anglais et les Américains de la date du débarquement, en 1944. Remarquable. Or, il se trouve que j'ai vu moi-même le quartier général des travaux ruraux en 1941 à Roya, où se trouvait l'état-major de l'armée, où je suis allé voir mon oncle, qui était l'état-major de l'armée à l'époque, et en me promenant, comme ça, pas très loin de la marquise de Sévigné, j'ai vu une petite baraque, sur laquelle il y avait écrit « Travaux ruraux ». Bon, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'en savais rien du tout, bien entendu. Eh ben, il se trouve que c'est ça qui était le quartier général des travaux ruraux. T'as parlé, Payol, c'est intéressant, mais enfin, ça me revient comme cela. Et alors, je pense aussi à autre chose que je voulais rattacher à ce que j'ai dit tout à l'heure, au sujet de Dengler. Dengler a travaillé avec Gabriel Jonté et les Allemands de l'Abwehr, des bandes de l'amiral Canaris, dans dans le cadre d'un attentat contre Hitler, qui n'était pas celui de Stauffenberg, mais avant, car Canaris voulait supprimer Hitler et faire la paix avec les Américains, et il comptait sur le maréchal pour faire pression, s'entremettre avec les Américains. Le maréchal était bien entendu au courant. Gabriel Jonté et Dengler ont travaillé ensemble avec un capitaine ou un commandant Buchholz, qui était un Allemand de l'Abwehr, et l'affaire a échoué, parce que non seulement par l'attentat échoué, mais auparavant, l'Abwehr avait perdu vis-à-vis, n'a pas des dirigeants allemands, notamment des nazis, l'importance qu'elle a vue, qui est parce qu'on a transféré ses responsabilités au Sicherheitsdienst, c'est-à-dire la Gestapo, et c'est à ce moment-là que Jonté et Dengler ont été arrêtés et ont été déportés en Tchécoslovaquie. Mais le maréchal était au courant, bien sûr, de cela, de la même manière qu'il était au courant du camouflage des armes, de ce que faisait Payol. Il serait puéril de penser que tout cela se faisait sans que le maréchal le sache. Tout cela est ridicule, n'est-ce pas? Alors, je voulais en venir pour dire deux mots, non pas parce qu'un des auditeurs a parlé de Jean Moulin. Alors là, c'était un grand tournant. Il y a eu, pas deux choses. Il y a eu l'entrée en guerre de l'Union soviétique qui a changé la donne. Et elle l'a changé aussi pour le général de Gaulle. Parce que de Gaulle était, au fond, prisonnier, non pas des Anglais, de qui il dépendait intégralement, y compris pour son argent de poche, et était dans une situation vraiment très confortable, malgré tout. Et le fait qu'il ait les Russes, car il n'a jamais parlé d'Union soviétique. Il a toujours appelé les Russes la Russie, car bon, un géopoliticien pense évidemment à la Russie et à son poids géostratégique. De Gaulle a toujours dit la Russie, sans se rendre compte toujours de l'importance de l'Union soviétique en tant qu'Union soviétique et du communisme. Enfin, bon, peu importe. Et pour lui, ça ouvrait une fenêtre et il a pris contact avec l'ambassadeur Maïski le plus rapidement possible, justement pour... Et Jean Moulin est arrivé à ce moment-là, envoyé par Henri Frenet, qui ne savait pas, au fond, ce qu'il allait devenir. Et Moulin est un homme tout à fait remarquable, d'ailleurs, d'un courage physique d'un grand, un excellent organisateur, et c'était un homme qui a su conquérir De Gaulle, puisque De Gaulle lui a donné une mission de coordonner les mouvements de résistance qu'il ne connaissait pas, et sur lesquels il n'avait à cette époque aucune emprise. Or, il fallait qu'il apparût, notamment auprès d'Alger, auprès de Giraud, comme disposant de la résistance intérieure, comme le grand chef n'a pas de la résistance, et pas seulement n'a pas de la France libre. Alors Darlan, on l'a liquidé comme on le sait, hein, et vis-à-vis de Giraud, il fallait qu'il eût... Et il a, donné à Moulin la mission de coordonner les mouvements de résistance. En fait, Moulin en a pris le commandement, parce qu'il disposait de l'argent qui était envoyé par Londres, et celui qui paye commande. Et petit à petit, il a marginalisé et éliminé les chefs historiques de la résistance,
comme d'ailleurs Pascal Copeau le dira par la suite, il dira, nous avons beaucoup comploté avec Max, c'est-à-dire Moulin, pour éliminer les chefs historiques de la résistance et faire autre chose, non pas de la résistance, car Moulin était l'homme de Pierre Cotte, dont il avait été le directeur, pas le chef de cabinet. Donc un compagnon de route. Qui était communisant. Il avait autour de lui, il n'avait que des communistes, Manès, Chambéron, enfin, etc. Et il a fait donc ce travail qui a abouti à la création du CNR, du Conseil national de la résistance, le 27 mai 1943, pas très loin de chez moi, 48 rue du Four, et où les mouvements de résistance, les anciens, celui de Freinet pas notamment, ont pratiquement été mis en minorité, et où on a fait rentrer les anciens partis politiques, qui au fond n'avaient rien à voir avec la résistance, avec leur personnel bien entendu, et les syndicats. Et le Front National communiste, par conséquent, petit à petit, la résistance a été reprise par les communistes et par la gauche, et à la libération, mon Dieu, la résistance, c'est devenu la résistance anti-nazie, la résistance antifasciste, celle dont on parle encore aujourd'hui, et pour lequel le maréchal Pétain est le fasciste abominable qui est au fond le bouc émissaire dans toute cette affaire-là. C'est la négation de... C'est absolument fabuleux, mais c'est comme ça. Et nous vivons toujours, pas dans cet état d'esprit qui a été seriné aux Français par les médias, par la presse, par les hommes politiques depuis cette époque, qui a imprégné la pensée, pas de la plupart, pas des Français qui pensent à cette époque, en disant résistance d'une part, communisme gauche, collaboration, comme disait François de Grossouvre, c'est la droite qui a créé la résistance et c'est la gauche qui en a profité. Et voilà exactement, on n'a pas toute l'histoire. Mes chers amis, nous avons une avalanche de messages. Je vais demander il n'est pas question, on n'a pas le temps puisqu'il nous reste simplement quelques minutes de pouvoir répondre, mais je vais demander à Marie-Edmé de lire les messages. Voilà. Donc, une auditrice, Raymond Aubrac, Jean Moulin, Fabrice d'Almeida, que peut-on en penser? Je crois que M. Pertusio a répondu. Pourrait-on parler du colonel de la Roque? Que pensez-vous du rôle dans la résistance de Stéphane Hessel? Ensuite, allez. Alors tenez, Ensuite, vous avez un message. Un auditeur, Hitler, dans ses entretiens secrets avec les Anglais, après l'armistice avec la France, a dévoilé son intention d'attaquer la Russie. N'a-t-il pas là commis l'erreur fatale qui a poussé la Grande-Bretagne à ne plus négocier avec les Allemands? Alors, je vais demander à Philibert de Loisy de répondre. Philibert? Je pense que M. de Loisy voulait intervenir sur un autre sujet. Allez-y. Oui, je voulais intervenir parce que notre ami Pertusio a parlé très pertinemment de la reconnaissance des anciens partis. Et là, il faut bien comprendre ce qui n'a pas été évoqué à ce jour, la chose suivante. En recevant en février 1943 le Parti communiste comme parti, le général de Gaulle était obligé, dans une certaine mesure, dans la suite, dans les mois qui viennent, de reconnaître les autres partis. Et si vous voulez, c'est une explication qui a été peu donnée et qui pourtant, à partir de ce moment-là, disons que ça se comprend parfaitement. Bien. Voilà. Autre intervention d'auditeur. Alors, donc évidemment, on félicite Michel de Rostolan et les intervenants pour cette excellente émission. Merci et félicitations à vos invités qui remuent l'histoire de la France profonde avec ces patriotes anonymes qui résistent à l'occupant en restant à leur poste civil ou militaire. Ben voilà. Peu de personnes connaissent ce dévouement. La désinformation actuelle occulte ces vérités historiques. Bravo et vive Radio Courtoisie. André Pertusio. Oui, j'avais beaucoup de liens d'amitié avec l'ambassadeur Chambon. Bert Chambon est un homme tout à fait remarquable et qui a été un livre excellent qui s'appelle « Quand la France était occupée ». Et Chambon, avec Alain Griotret, avait monté un club qui s'appelle le Club Témoin, qui a tenu une grande réunion au Sénat,
les Luxembourg, réunion où je suis intervenu, n'a pas également, et il avait publié les interventions dans un livre qui s'appelle La nébuleuse du dévouement. Et c'est cela à quoi il faut penser. La nébuleuse du dévouement, ce n'est pas seulement les Français, les résistants qui faisaient partie d'un mouvement ou d'un réseau, quelque important qu'aient été les réseaux, car ils ont été quand même très importants pour apporter pas des renseignements aux Anglais, mais qui ont fait de la résistance sans savoir, qui ont caché des aviateurs anglais et qui ont aidé des gens poursuivis, des résistants, et qui les ont sauvés de la déportation, les cachant. Mais c'est des actes comme cela, il y en a eu des milliers. Et ça, évidemment, personne n'en parle parce que ça n'est pas spectaculaire. Et c'est ce que Champon appelait la nébuleuse du dévouement, et il avait parfaitement raison. Alors, tout cela, vous savez, quand on parle de la résistance, c'est devenu un mot maintenant politique en quelque sorte, mais il y avait des résistances, il y avait des résistants. On me parle de Stéphane Hessel. Stéphane Hessel a eu cette étiquette de résistant, il n'était pas le seul à l'avoir. Il y a eu beaucoup de résistants, il y en a eu officiellement 250 000 qui ont reçu la carte de combattants volontaires de la résistance. Il y en avait peut-être d'autres qui avaient eux aussi pas des mérites. Stéphane Hessel, mon Dieu, a été connu surtout parce que c'était un homme de gauche, bien sûr, et qu'il a eu beaucoup de facilité pour écrire, pour se faire connaître, etc. Bon, moi, je n'ai rien contre lui, pas spécifiquement, mais je veux dire que des gens qui ont eu autant de mérite que lui, il y en a eu beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes. Je vais demander à notre ami Philibert de Loisy d'ajouter quelques mots. Oui, je voulais dire justement sur ces anonymes que j'ai fait beaucoup de travaux sur la recherche des dossiers du bureau de la résistance. Eh bien, ce qui vous surprendra avec modération, c'est que il y a beaucoup de noms que je n'ai pas trouvés. Et de gens relativement connus qui sont morts même pour la France et qui ne sont pas sur les dossiers. Et disons que c'est une recherche que je fais assez régulièrement maintenant, parce que dès qu'on me demande des renseignements, je cherche au bureau de la résistance si effectivement ils ont un dossier et qu'est-ce qu'il y a dedans. Et très souvent, je ne trouve rien. Eh bien, je voudrais me joindre à André Pertusio et à Marie-Edmé pour féliciter chaleureusement nos deux auteurs qui sont Jean-Luc Gendry et Philibert de Loisy. Jean-Luc Gendry, je le rappelle, a publié Le Temps des imposteurs, paru aux éditions Pascal Gallaudet. Pascal Gallaudet, c'est Pierre-Guillaume Deroux, en fait, voilà. Et d'autre part, donc Pascal Gallaudet comme éditeur, et d'autre part Philibert de Loisy qui a publié aux éditions L'Esprit du Livre, avec une préface de André Martel, la première résistance, le camouflage des armes. Lorsqu'on parle livre sur cette époque, on ne peut pas ne pas citer deux autres grands auteurs que j'ai connus dans le cadre du Cercle Renaissance, qui étaient Robert Aron, bien sûr, et d'autre part François-Georges Dreyfus qui avait reçu le prix Renaissance des mains de Henri Amouroux pour son histoire de la résistance. Un dernier mot. Je veux dire deux choses. C'est François-Georges Dreyfus, peu de temps avant sa mort, a écrit un article excellent dans la Nouvelle Revue Universelle, numéro 25, où il compare les réflexions sur l'avenir politique de la résistance et celles de Vichy, et qui étaient à peu près les mêmes. Et hélas, ce n'est pas ce qui est arrivé, c'est exactement le contraire, puisque nous sommes revenus au Front populaire. Voilà. Voilà, je crois que cette émission s'imposait. Pour un 1er avril, c'était effectivement un peu curieux, mais je crois ce n'est pas un poisson, mais c'est presque une baleine. Il fallait en tous les cas souligner quand même qu'il existe des résistances oubliées ou occultées. Grâce ne soit rendue à ces grands témoins ici présents ou à ces personnes qui ont suivi les traces de leur père, et il faut les en féliciter, qui sont respectivement Jean-Luc Gendry et Philibert de Loisy. Je sais, et André Pertusio se joint à moi pour les féliciter d'un travail très remarquable qu'ils ont réalisé. Puissent-ils continuer? En tous les cas, on dira peut-être demain, après-demain, que Radio Courtoisie, elle également, était une radio qui faisait une
sorte de véritable résistance française. Merci, chers auditeurs, et j'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 4 semaines. Merci.